Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en Belgique et en France le 25 janvier au cinéma. C'est un film très attendu, Thibaut. Oui. Parce qu'il y a une grosse hype autour de la performance de l'actrice principale du film, Cate Blanchett, qui est à gauche, à droite. Elle était au Golden Globe, je crois que c'est elle qui l'a remporté. Elle a eu le Golden Globe Voilà. et elle avait eu le prix d'interprétation à Venise. Pour commencer, Venise, que le film était en compétition. Golden Globe, elle est en bonne voie pour être en tout cas dans la liste des Oscars. Elle est la favorite pour l'avoir. Peut-être même le remporter tout simplement. C'est un film de Todd Field, ça s'appelle Tar. Alors pourquoi ça s'appelle Tar ? Parce qu'il est question de Lydia Tar, qui est chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand. Elle est au sommet de son art et de sa carrière, on parle dans les magazines, elle a tout un brouhaha autour d'elle. Et elle va faire un livre dont le lancement approche, et elle prépare un concerto très attendu, la célèbre symphonie numéro 5 de Gustave Mahler, juste pour le détail. Donc elle a une vie chargée, on peut le dire. Oui, mais comme tous les chefs d'orchestre, hein. En général. Ça dépend lesquels, mais là quand tu es au top du top, forcément tu es très demandé. Mais en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désengorger, je ne sais pas comment le dire, se dégrader. Comme ça se dit, tout simplement. Mais il faut savoir lire. Hein. Se dégréger. Se désagréger. Se désagréger. Waouh, il est très.com, c'est moi. D'une façon singulièrement... Il est en 3e primaire, il apprend à lire, c'est normal. En tout cas, ça va mal, voilà. Mais de manière un peu singulièrement actuelle. C'est comme ça qu'il l'explique, en tout cas dans le synopsis. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce et que je reprenne mes esprits. If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things. As a conductor, Tarr began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she had last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tarr as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all 4 major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. On va s'arrêter là. Musique menaçante qui a l'air d'être terriblement bien construite, cette musique. Et l'ambiance sonore du film, tout simplement, a l'air géniale. Bon, j'avais pas spécialement commencé par ça, mais c'est vrai que c'est un peu le sujet principal du film, c'est la musique. Donc effectivement, la musique est assez omniprésente dans le film. Et elle est signée Hildur Guðnadóttir, qu'on ne présente plus, la compositrice islandaise à qui l'on doit notamment la BO de Joker. Joker, tout à fait. Et elle avait collaboré avec Jóhann Jóhannsson, avec feu Jóhann Jóhannsson avant qu'il ne décède, notamment sur Sicario. Donc une compositrice plutôt assez douée qui elle avait eu l'Oscar, je pense, pour Joker. Oui. Qui est un peu la hype, c'est la hype des compositrices, ou des compositeurs de manière générale. C'est la Lydia Tarr des compositrices. Oui. Déjà, en quelque sorte. C'est un peu la compositrice la plus connue. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est beaucoup des compositeurs, c'est un milieu très masculin. Et c'est un peu aussi ce dont parle le film, parce que ici, Lydia Tarr n'est pas compositrice, mais elle est chef d'orchestre. Autant dire que des chefs d'orchestre, et on en reparlera cette semaine, féminines, il y en a moins, et elles ne sont pas très connues non plus. Donc voilà, super BO de Hildur Guðnadóttir, et au-delà de ça, la musique, évidemment, il y a pas mal de musique classique, on parle de Mahler notamment, donc milieu musical, la musique, le son omniprésent, gros travail sur le son de manière générale aussi, pas juste sur la musique, mais vraiment le son est top de chez top. Donc nous sommes dans un univers sonore et musical plutôt très agréable et très bon. Voilà. Mais sommes-nous dans un biopic ? Parce que j'ai vu passer parfois en ligne des commentaires, oui mais c'est quoi, c'est un biopic ? Est-ce qu'elle existe vraiment, cette Lydia Tarr ? Alors, non, ce n'est pas un biopic. Non. Mais va savoir pourquoi plein de gens après Venise, ou au moment de la sortie aux États-Unis, parce que je pense que le film a dû sortir au mois de novembre, comme souvent pour les films à Oscar, on fait une petite sortie technique. Enfin, pas que technique, comme Babylone, Fabelman, ils sont tous sortis vraiment aux États-Unis au mois de novembre. Les gens ont été faire des petites recherches sur Google, ils ont fait « Oh, mais je ne trouve rien sur Lydia Tarr, j'ai été sur Google, j'ai rien vu. » Bah non, parce que ce n'est pas un biopic, cette personne n'existe pas. D'accord. Et même si c'est construit un petit peu, et encore pas tellement, comme un biopic, ça peut prêter à confusion parce qu'évidemment elle est dans un univers, elle est dans notre monde, c'est pas donc
on parle de Mahler, évidemment, grand compositeur qui a existé. Et toutes les références auxquelles le film fait référence, que ce soit des magazines, d'autres compositeurs, etc., tout ça existe. Des compagnies de disques, etc. Enfin, voilà, donc tout évidemment très réel, très réaliste. Et donc je pense que ça a un peu induit en erreur pas mal de gens qui se sont dit tiens, je vais aller voir la biographie de cette personne, mais cette personne n'existe pas. Et dans son traitement aussi, sans doute, il y a le côté faux biopic, peut-être la manière de filmer aussi, la manière de présenter les choses, on a presque l'impression d'avoir le vrai parcours de quelqu'un, mais non. Oui, parce qu'il y a ce côté ascension et puis chute, déclin d'une personne, c'est le sujet principal du film, on ne vous cache rien à ce niveau-là. Et donc oui, forcément, quand t'as ce côté, t'as un début marqué, tu vois, tu prends une personne qui a son sommet et puis tu vas vers sa fin, tu peux te dire, il y a un petit côté qui peut faire penser à un biopic où tu racontes la vie d'une personne d'un moment A à un moment B, et ça fonctionne très bien. Donc de ce côté-là, voilà, je comprends d'où vient la confusion, mais ce n'est pas un biopic, ça n'en est pas moins bien réalisé. Je suppose que ce qui est passionnant dans le film, c'est la manière dont il traite les personnages, la manière dont il traite forcément ce qui leur arrive, puisqu'il est question ici, on l'a compris, d'ascension et de déclin, en tout cas d'une certaine manière. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a plu et la manière de traiter ce personnage-là ? Ben oui, parce que déjà, il y a le fait qu'on ait une femme chef d'orchestre. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas courant, c'est un milieu très très masculin. Oui. Donc il y a ce côté un peu femme de pouvoir, personne de pouvoir. Et de quelle façon on peut représenter le pouvoir dans ce milieu musical ? Donc ça peut être en étant le chef d'orchestre d'un orchestre prestigieux, faire des enregistrements prestigieux, être attaché à un opéra ou à des grandes salles de concert plutôt qu'à des orchestres aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Quelle est ta marge de manœuvre par rapport, avec les gens avec lesquels tu collabores ? Et donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là qui sont très intéressantes. Et puis les relations humaines entre Lydia Tarr et les personnes avec lesquelles elle travaille, notamment. Donc il y a son assistante qui est incarnée par Noémie Merlan, qui fait ici un de ses premiers films en anglais. Il y en aura d'autres, notamment un film d'horreur avec Kit Harington qui est censé sortir plus tard cette année, ou en tout cas qui va tourner en festival plus tard dans l'année. Je suis peut-être tu veux en savoir écoute, plus. Voilà. Kit Harington. Mais voilà, Noémie Merlan joue une assistante ici, donc assistante, on l'a dit, d'une chef d'orchestre qui est au top du top, donc on n'a pas le côté ascension, elle est vraiment déjà littéralement au top, donc agenda overbooké. Elle n'a même pas le temps de prendre un bain. Non, c'est presque ça. Donc vie de famille difficile à gérer aussi. Au top du top, D'ailleurs, il y a Nina Hoss qui est très très bien dans ce rôle, dans le rôle de sa compagne. Et donc voilà, pour moi, ce sont les deux personnages les plus intéressants. Après, il y en a d'autres. Il y a notamment le personnage de Julian Glover qui incarne le directeur de l'orchestre auquel Lydia Tarr est affiliée. Il y a Mark Strong qui joue un peu son agent, etc. Il y a vraiment pas mal de chouettes personnages qui sont très intéressants, et voir vraiment la façon dont est montré, dont est illustré ce rapport de pouvoir et ces relations humaines dans ce milieu musical. Vraiment, c'est très bien foutu et c'est assez passionnant parce que c'est vraiment construit limite plus comme un thriller que comme un drame biopic, voilà. Enfin, même si évidemment c'est dramatique, mais il y a des moments où il y a des vrais moments de tension. Avec cette musique dont Hildur Guðnadóttir a le secret, singulière, assez pleine de tension. Et ça, pour moi, ça fonctionne vraiment super bien dans le film. Donc plutôt ravi du traitement, de la façon de faire, de la mise en scène, des choix de montage de Todd Field, parce que vraiment c'est du très très bon travail, quoi. Et Todd Field, pour ceux qui ne le savent pas, on l'a vu où ? Parce que c'est pas un nom qui est assez régulier dans le monde du cinéma, on n'en parle pas chaque année de Todd Field. Non, je pense que son dernier grand titre c'était Little Children, c'était avec cherchons, trouvons. non mais je sais, je tombe avec Kate Winslet, merci.
Je pense que c'est un peu son dernier grand film, parce que le précédent, là, même le titre ne me dit rien, The Creed of Violence. Donc voilà, je pense que c'est celui-là son dernier grand film. Et In the Bedroom, auparavant, qui était son premier long métrage, a fait un petit peu de bruit aussi. Ouais. Mais voilà, effectivement, c'est pas un des réalisateurs qu'on voit le plus souvent. Non, mais là, il sort du bois avec une grosse cartouche avec ce Tar qui ouais. va marquer, de par la prestation de Cate Blanchett, on en a parlé, de par la tension qu'il construit avec notamment le son et la musique de Hildur Guðnadóttir, j'y arrive, et forcément ce traitement de personnage assez singulier. Qu'est-ce qu'on lui donne comme note à ce film, Thibaut ? Eh ben écoute, on lui donne un excellent 4 étoiles, parce que c'est vraiment super. Alors, j'en ai pas parlé, mais le film est long par contre, hein. Il fait 2h30 et quelques, 2h40. Oh, c'est la routine, ouais, voilà, ça. 2h40, ce qui devient un peu les standards des Oui, grands c'est- films effectivement de cette saison, parce que là, The Fabelmans c'est pareil, c'est aussi 2h30, 2h40. Avatar Babylone, on est à 3h10, donc 2h40, voilà, c'est un peu les standards des films des cérémonies de récompense de cette année. En fait, si tu veux sortir du canevas d'un film classique avec un scénario en 3 actes et tout, si tu veux amener des choses un peu différentes, t'es obligé de dépasser les 90 minutes, quoi. Parce que 90 minutes, c'est tellement court pour créer une tension, créer une histoire, que t'es obligé d'aller toum super vite. C'est vrai. Et en même temps, là, vu que j'enquille les films là, depuis un mois, dans le cinéma de genre, dans les films d'horreur principalement, il y en a de plus en plus qui vont en dessous de l'heure 30. Et ça fonctionne du tonnerre. Donc ça, c'est cool. Ah, mais oui, aussi. c'est bon aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas un format ou une longueur qui est meilleure qu'une autre. Hein. Tout dépend évidemment du sujet à traiter, etc. Pendant longtemps, on a pensé que 2 heures, c'était le format idéal pour le cinéma, puisqu'on pouvait faire une rotation rapide. Maintenant que le streaming est là, etc., tout tombe à plat, quoi. Il faut réabattre les cartes. Mais c'est très bien d'arriver de plus en plus en dessous des 2 heures. Oui, quand même. Mais parfois, voilà, ici, il n'y a rien à redire. Hein. Pendant 2h40, tu vois pas le temps passer. Il se passe tellement de choses. C'est un film d'une classe folle. C'est vraiment magnifique. J'en ai pas parlé, hein, de la beauté de la photo, etc. C'est vraiment magnifique. Donc vraiment, les 2h40 de tard, il n'y a pas de problème. Ça passe comme une lettre à la poste. Voilà ce faux biopic 4 étoiles d'après Thibaut. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu. Et surtout, n'hésitez pas à suivre notre podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.